Pourquoi n'as-tu plus jamais été le même après ta lune de miel? Avec Elena, ma femme, nous étions remontés à la surface après notre plongée, et soudain, plus rien autour de nous. Nous étions seuls, perdus au beau milieu de l'océan. « Où est passé le bateau ?» a crié Elena en arrachant son détendeur. Je me suis retourné, paniqué, et j'ai compris qu'il avait disparu. Le bateau de plongée, encore rempli de monde quelques minutes plus tôt, s'était volatilisé. « Ils nous ont laissés !» a soufflé Elena d'une voix blanche. « Ils nous ont vraiment abandonnés là, au milieu de l'océan. » Le plus terrible, c'est qu'on avait choisi le club de plongée le moins cher, paumé dans un coin perdu de Colombie. Paiement en cash uniquement, pas un avis sur Internet, et le moniteur baragouinait à peine l'anglais. Aucun appel, aucun contrôle, et nous étions les derniers dans l'eau. « Ils finiront bien par se rendre compte qu'on n'est plus là et reviendront nous chercher », a tenté Elena. Mais je sentais bien qu'elle n'y croyait déjà plus. Le courant commençait à nous entraîner toujours plus loin, vers le large. Pas de radio de secours. Le club low cost n'en avait même pas. Alors j'agitais mon parachute de signalisation jaune au-dessus de ma tête, tandis qu'Elena soufflait sans relâche dans son sifflet, le bruit minuscule se perdant dans l'immensité. « La côte, c'est de quel côté ?» a-t-elle demandé, en battant des jambes à côté de moi. Je regardais autour de nous. L'horizon était identique partout. Aucune idée. Il nous restait peut-être 4 heures avant le coucher du soleil, et après, on serait tout simplement invisible dans l'eau noire. Pendant la première heure, on a choisi au hasard une direction, et on s'est mis à nager. Elena s'est excusée 1000 fois d'avoir opté pour le club le moins cher, regrettant qu'on n'ait pas déboursé les $200 de plus pour une compagnie fiable. Mes jambes se sont mises à se contracter au bout de 20 minutes, des crampes acérées à chaque mouvement, mais j'ai continué quand même. « Tu crois qu'on avance vraiment ?» haletait Elena entre deux brasses. Tout se ressemble ici, et, en vérité, elle avait raison. Les vagues, le soleil, ce bleu à perte de vue, on aurait tout aussi bien pu tourner en rond sans jamais s'en rendre compte. Puis Elena s'est mise à grelotter, malgré la température de l'eau. « Mais pourquoi j'ai aussi froid? Ça n'a pas de sens. »« C'est le choc, » ai-je répondu, tentant de ne pas laisser paraître ma panique. « Continue à nager, ça va aller, je te le promets. » C'est vers la 2e heure qu'Elena a eu sa première hallucination. D'un coup, elle s'est mise à hurler et à battre l'eau comme une folle. « Là, là-bas, un bateau, je le vois, au secours !» Elle s'est élancée vers le vide. « Chérie, il n'y a rien, » ai-je tenté de lui dire. « Si, regarde, ils arrivent !» J'ai dû la retenir. Elle s'est débattue. Puis le mirage s'est évaporé et elle a compris qu'elle criait après les vagues. Voir le désespoir s'abattre sur son visage à ce moment-là m'a brisé le cœur. La soif est alors devenue insupportable. Langue gonflée, lèvres fendues et en sang à cause du sel, chaque tentative d'avaler ressemblait à un supplice. « Juste une goutte d'eau de mer », a supplié Elena. « Juste de quoi me mouiller la bouche, je n'en peux plus. » Quand je lui ai expliqué que ça nous tuerait d'encore plus vite, elle a quand même tenté d'en boire, et j'ai dû la retenir pendant qu'elle pleurait et me suppliant d'une simple goutte. À la 3e heure, ses jambes ne répondaient plus. Elle me disait qu'elle ne les sentait plus, qu'elle n'était plus que 2 poids morts qui l'entraînaient vers le fond. J'ai dû la soutenir complètement, battant des jambes pour 2. Mes bras et mes jambes me brûlaient à en pleurer de douleur. C'est à ce moment-là que les méduses sont arrivées. Je ne l'ai pas vu venir, mais la brûlure sur mon épaule a été immédiate. Elena a hurlé, touchée au bras. Impossible de faire quoi que ce soit. Il fallait juste continuer à nager en sentant le venin se répandre dans nos corps. Après ça, Elena n'a plus eu la force de lutter. Les yeux révulsés, elle murmurait qu'il fallait que je la laisse là pour me sauver. J'ai commencé par la gifler doucement, puis plus fort quand elle ne réagissait plus. Les vagues, de plus en plus hautes, nous submergeaient. L'eau salée s'infiltrait dans notre nez et nos poumons. À la 4e heure, Elena était totalement inconsciente. Je tenais sa tête hors de l'eau, mais je n'en pouvais plus. Elle s'enfonçait, je la remontais, mais à chaque fois je mettais plus de temps à lui sortir la tête de l'eau. Le soleil disparaissait à l'horizon quand, soudain, quelque chose d'énorme m'a frôlé la jambe. J'ai regardé sous l'eau limpide et je l'ai vu, un requin-tigre d'au moins 3,50 m qui tournait juste en dessous de nous. Son aileron a fendu la surface à quelques mètres, a disparu, puis est réapparu encore plus près. Il m'a cogné une première fois, sa peau râpeuse a traversé ma combinaison et m'a entaillé le mollet. Le sang s'est répandu autour de nous en volutes sombres. Le requin a accéléré, se rapprochant davantage, et j'ai vu son œil noir, vide, passer près de moi. J'ai tenté de le frapper quand il s'est approché, mais mon poing a rebondi sur lui, me déchirant les jointures et rajoutant encore plus de sang dans l'eau. Et puis, plus rien. Plus de requins, juste un silence oppressant pendant quelques secondes. J'ai baissé les yeux et je l'ai vu foncer droit sur nous, gueule grande ouverte, dents acérées bien visibles. On allait se faire dévorer vivant en pleine lune de miel. Le requin a jailli hors de l'eau, refermant ses mâchoires sur ma cheville avec une force inouïe.
La douleur m'a transpercé la jambe. Les dents ont traversé la combinaison et la chair. J'ai tordu la jambe de toutes mes forces et j'ai donné un coup de pied dans son œil avec l'autre, aussi fort que possible. La prise s'est desserrée un instant. J'ai arraché ma jambe, le sang jaillissant dans l'eau. Il est revenu aussitôt, alors que j'essayais de hisser Elena plus haut contre moi, ma cheville battant et saignant abondamment. J'ai attrapé le parachute jaune de mon gilet et je l'ai passé autour du torse d'Elena aussi vite que possible. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à faire les nœuds, mais j'ai réussi à le nouer sous ses bras et autour de sa poitrine. Le requin nous a frappés à nouveau, violemment cette fois, sa peau rugueuse m'écorchant le dos, mais il est resté à distance, intrigué par ce truc jaune étrange sur Elena. En cherchant à tâtons mon couteau de plongée fixé à ma jambe, les doigts engourdis par l'épuisement, j'ai attendu le prochain assaut, prêt à frapper dans l'eau de toutes mes forces, à faire jaillir bulles et éclaboussures, tout pour le tenir à distance. La lame n'avait fait que fendre l'eau, mais le tumulte avait suffi à éloigner le requin pour un instant. Ce bref répit m'a permis de reprendre mes esprits, tenant toujours Elena, inerte, serrée contre moi d'un seul bras. Soudain, je me suis souvenu avoir lu quelque part que les requins étaient sensibles aux champs électriques produits par leur proie. J'ai fouillé frénétiquement les poches de mon gilet d'une main, des objets tourbillonnant autour de moi. Mon ordinateur de plongée était toujours fixé à mon poignet et son écran brillait faiblement dans la pénombre. Quand le requin est revenu, je lui ai plaqué l'ordinateur sur le museau au moment où il approchait. Il a sursauté violemment, comme s'il avait reçu une décharge, puis a plongé dans les profondeurs, hors de vue. Le soleil effleurait l'horizon, recouvrant tout d'orange et de rouge. Je savais que si la nuit tombait, c'en était fini de nous, car je ne pourrais plus anticiper l'arrivée du requin. Mes jambes répondaient à peine, juste assez pour nous maintenir à la surface. J'ai détaché le flexible octopus de mon détendeur et j'ai attaché Elena à moi, l'enroulant autour de nos tailles. Si je perdais connaissance, nous coulerions ensemble, mais au moins je ne la perdrais pas dans l'obscurité. Mes doigts, déchirés, ont mis une éternité à faire les nœuds, mais j'ai fini par réussir à nous lier l'un à l'autre. L'obscurité est tombée d'un coup et je ne distinguais plus rien autour de moi. Pourtant, le requin restait dans les parages. Je le sentais effleurer mes jambes à intervalles réguliers. À chaque passage, tout mon corps se tendait en attendant la morsure qui ne venait jamais. Pour rester conscient malgré la douleur brûlante à la cheville et à l'épaule, je me suis mis à parler sans arrêt à Elena, lui racontant notre mariage tout récent. Tu étais si belle en descendant la plage dans ta robe blanche. On a dansé jusqu'à 3 heures du matin et ton père avait les larmes aux yeux pendant son discours. Ma voix était la seule chose qui me maintenait éveillé. Les heures défilaient dans cette obscurité totale, rythmée seulement par le claquement des vagues sur nous. Ma propre respiration me paraissait démesurément forte et irrégulière. Le corps d'Elena était devenu glacé contre ma poitrine, au point que je la serrais de toutes mes forces pour lui donner un peu de chaleur. Mais le froid me gagnait aussi, ce froid qui vous saisit jusqu'aux os. Mes dents claquaient si fort que je finis par me mordre la langue, le goût du sang envahissant ma bouche. Les vagues nous submergeaient sans relâche, et je devais sans cesse repositionner Elena pour qu'elle puisse respirer. À un moment, j'ai cru voir une petite lumière au loin, peut-être un bateau, peut-être un avion. J'ai tenté de souffler dans le sifflet de mon gilet, mais mes lèvres, boursouflées et fendues, ne m'ont permis que d'émettre un souffle lamentable, à peine audible à quelques mètres. La lumière a traversé l'horizon et a disparu, emportant avec elle le peu d'espoir qui me restait. Je continuais pourtant à parler à Elena, lui décrivant la maison qu'on achèterait l'an prochain, la grande cuisine dont tu rêvais, le jardin où on planterait des tomates. Ma voix s'affaiblissait, jusqu'à n'être plus qu'un souffle à son oreille. Enfin, l'aube s'est levée, et j'ai pu revoir le visage d'Elena pour la première fois depuis des heures. Sa peau avait la couleur de la cendre, et sa respiration était si discrète que j'ai dû coller mon oreille contre sa poitrine. Son cœur battait toujours, mais faiblement, des petits battements timides qui m'effrayaient plus que le requin lui-même. Celui-ci avait disparu, mais j'ai aperçu d'autres ailerons à 100 de mètres, 3 ou 4, qui tournaient nonchalamment autour de nous. Ils ne s'approchaient pas, mais ils savaient qu'on était là. Sur la côte colombienne, Pilar Garza arrivait à peine à son bureau de l'autorité portuaire lorsqu'elle découvrit sur son bureau un rapport signalant la disparition de 2 plongeurs depuis la veille au soir. Le responsable du club de plongée s'était enfin rendu compte de leur absence en constatant que son bateau était revenu avec 2 places vides. Pilar s'est aussitôt mise à analyser les courants sur son ordinateur, calculant où nous aurions pu dériver pendant la nuit. Elle a découpé la zone de recherche en secteurs et contacté tous les capitaines de pêche qu'elle connaissait. En moins d'1 heure, elle avait 8 bateaux partis dans toutes les directions. Elle restait à la radio pour coordonner la recherche et ajuster le plan au gré du vent. Bien sûr, dans l'eau, nous ignorions tout de ses efforts. Tout ce que je savais, c'est qu'Elena avait désespérément besoin d'aide, sinon elle n'y survivrait pas.
Le soleil montait et le visage d'Elena rougissait sous l'effet du soleil. Alors j'ai retiré le haut de ma combinaison avec des mains tremblantes. Mes doigts glissaient sur la fermeture éclair, mais j'ai fini par y arriver. Puis, j'ai essayé de l'attacher autour du parachute de sécurité pour faire un peu d'ombre. Le tube jaune dérivait sans cesse dans les vagues, et j'ai dû le rattraper plusieurs fois avant de parvenir à y enrouler le néoprène noir. Je maintenais l'ensemble au-dessus du visage d'Elena, les bras en feu à force de les garder levés. Mais au moins, sa peau était protégée. Les courants nous faisaient tourner en rond, et je ne savais plus du tout où nous dérivions. La ceinture de plomb d'Elena était toujours accrochée à son gilet. Je l'ai déclipsée et laissée couler à 3 mètres environ, au bout du flexible de l'octopus. Elle jouait le rôle d'encre, et soudain, nous tournions beaucoup moins. C'est là que je l'ai vue, loin à l'horizon. Un immense cargo fendait les flots. J'ai agité le parachute de sécurité de toutes mes forces, mais le navire était à des kilomètres et s'éloignait inexorablement. Un son étrange m'a échappé lorsque j'ai essayé de crier. Pendant ce temps, en Colombie, Christian Lopez, les mains tremblantes, expliquait à l'enquêteur dans un petit bureau de l'autorité portuaire « Je croyais que tout le monde était à bord. Il faisait mauvais et je devais rentrer vite. » L'enquêteur notait que Christian ne faisait jamais l'appel, se contentant de jeter un coup d'œil et de supposer. La respiration d'Elena s'est modifiée, de longues pauses entre chaque souffle qui me serrèrent le cœur d'angoisse. J'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai appuyé, encore et encore, tentant de l'aider à respirer. Chaque pression me demandait une énergie que je n'avais plus, mais j'ai continué, comptant à voix haute pour garder le rythme. Ses lèvres viraient au bleu, alors j'ai appuyé plus fort, sentant ses côtes céder sous ma paume. 20 minutes plus tard, j'ai entendu un moteur derrière moi et, en me retournant, j'ai aperçu un bateau de pêche à environ 300 mètres. J'ai attrapé le sifflet fixé à mon gilet et j'ai soufflé de toutes mes forces, mais le vent portait le son dans la mauvaise direction. Le bateau a poursuivi sa route comme si de rien n'était, sans même dévier, et je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le sel me brûlait les yeux, tout comme la déception. Pendant ce temps, Pilar Garza, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, traçait de nouvelles lignes sur la carte de recherche, tenant compte des courants nocturnes. Elle a contacté un capitaine de cargo à la radio pour lui demander de modifier sa trajectoire de seulement 2 degrés. Tous les bateaux disponibles scrutaient désormais la mer à la recherche de la moindre tache jaune. Elle avait 8 bateaux répartis sur différentes zones et ne cessait d'ajuster leur parcours selon la météo et les courants. Une bouteille en plastique a dérivé jusqu'à nous. Je l'ai ramassée et ai dévissé le bouchon avec les dents avant de la glisser sous le menton d'Elena pour maintenir sa tête en arrière, l'empêchant d'avaler de l'eau. Ce geste dérisoire m'a permis de libérer mes 2 mains et de battre des jambes quelques instants. Mes jambes pesaient 1 tonne. Chaque mouvement m'élançait jusque dans les hanches. Soudain, quelque chose m'a violemment heurté la tête. En levant les yeux, j'ai vu des oiseaux de mer tournoyer au-dessus de nous. L'un d'eux a plongé, m'a frappé le crâne du bec et j'ai senti le sang couler. J'ai tenté de les éloigner en éclaboussant l'eau, mais j'étais trop faible et ils revenaient sans cesse. Un autre m'a blessé la main alors que je tentais de protéger le visage d'Elena. Son bec a ouvert ma peau entre le pouce et l'index. Le sang dans l'eau semblait les exciter davantage et je ne pouvais rien y faire. Puis, le courant a changé brusquement, nous entraînant vers le côté plutôt que vers le large. Nous l'ignorions, mais nous approchions de la limite de la zone de recherche que Pilar avait dessinée. En franchissant cette frontière invisible, nous devenions enfin repérables. Je serrai Elena contre moi et me suis remis à lui parler de la maison de nos rêves, celle que je voulais qu'on achète. Je lui décrivais les grandes fenêtres du salon baignées de la lumière du matin, la cuisine avec un îlot où l'on préparerait le petit déjeuner du dimanche, une chambre assez vaste pour un lit king size. Ma voix n'était plus qu'un souffle, mais je continuais, évoquant le jardin à l'arrière où nous planterions tomates et poivrons comme le faisait sa mère, la salle de bain, avec sa grande baignoire, où elle pourrait s'offrir ces longs bains qu'elle aimait tant, et la pièce en plus à transformer en bureau. Le froid s'insinuait dans mes os, tout mon corps tremblait, je ne sentais plus mes pieds, et mes mains engourdies répondaient à peine. Le poids d'Elena me tirait vers le fond. Je devais donner des coups de pied de plus en plus forts pour maintenir nos visages hors de l'eau. Le parachute de sécurité flottait toujours au-dessus de nous, d'un jaune éclatant sur fond de ciel bleu, mais mes paupières se fermaient malgré moi. Pour ne pas sombrer, je me suis mordu la langue à vif, retrouvant la saveur métallique du sang. Les oiseaux devenaient de plus en plus hardis, se posant à la surface et venant picorer la peau à découvert. J'ai tenté d'en attraper un, mais ma main était trop lente. Il s'est envolé aussitôt. Elena a poussé un léger gémissement et j'ai de nouveau posé l'oreille sur sa poitrine. Son cœur battait toujours, mais faiblement, à peine perceptible. Je me suis remis à décrire la maison, la terrasse devant laquelle on s'installerait le soir, l'allée où, un jour, on garerait 2 voitures.
Mes lèvres fendillées me faisaient atrocement mal à chaque mot, mais je refusais de me taire, car si je m'arrêtais, je risquais de m'endormir pour ne plus jamais me réveiller. Une vague m'a giflé le visage. Je me suis brusquement ressaisi. Je venais de perdre connaissance quelques secondes. Le poids d'Elena nous a entraînés sous l'eau. J'ai donné un coup de pied pour nous ramener à la surface. Mes jambes ne suivaient presque plus. À des kilomètres de là, sur la côte, un pêcheur a cru distinguer une forme jaune brillante entre les vagues. Il s'est saisi de sa radio pour prévenir la station de la garde côtière, où Pilar coordonnait les opérations. Elle a aussitôt redirigé 3 bateaux vers la zone, notant de nouvelles coordonnées sur sa carte. J'ignorais tout de ce qui se tramait. Tout ce que je savais, c'est que ma vision se rétrécissait, que je devais secouer la tête pour ne pas sombrer. Elena avait besoin que je tienne bon, que je garde son visage hors de l'eau. Le parachute se rabattait sans cesse sur les vagues. Alors, malgré mes doigts courts, j'ai réussi à l'attacher à la valve de la bouteille d'Elena pour qu'il reste bien droit, nous rendant visibles de plus loin. Au commissariat, les policiers interrogèrent Christian sur les plongeurs disparus. Ils voulaient savoir pourquoi son bateau n'était pas équipé de radio de secours. Il a fini par avouer qu'il n'en avait pas les moyens et qu'il économisait sur la sécurité. L'inspecteur notait tout tandis que Christian transpirait à grosses gouttes. Au large, j'ai cru voir un bateau se rapprocher, mais j'avais déjà été leurré par des reflets trompeurs. Pourtant, j'ai épuisé dans mes dernières forces pour agiter le parachute de sécurité. Le pêcheur, guidé par le vent, a fini par distinguer clairement la balise jaune et a immédiatement transmis les coordonnées à Pilar, tout en poussant son moteur à fond. J'ai vu le bateau grossir. Cette fois, il ne disparaissait pas. Des mains se sont tendues pour me hisser à bord. Je n'arrivais plus à parler. Tout ce que j'ai pu faire, c'est leur montrer Elena restée dans l'eau. Ils l'ont remontée aussitôt. L'un s'est mis à la ranimer pendant qu'un autre m'enveloppait dans des couvertures. Le bateau a filé vers la côte, fendant les vagues. L'équipage s'occupait d'Elena avec un masque à oxygène. Elle a recraché de l'eau. Ses yeux bougeaient sous les paupières sans s'ouvrir. Je me suis traîné jusqu'à elle sur le pont, ignorant les membres de l'équipage qui me suppliaient de rester allongé. La côte approchait. J'apercevais déjà les ambulances qui attendaient sur le quai, gyrophares allumés. À l'accostage, les secours sont montés à bord en courant, mais je refusais de lâcher la main d'Elena, même quand ils ont tenté de la placer sur le brancard. Ils ont dû s'adapter, vérifiant ses constantes et posant une perfusion pendant que je la tenais toujours. Le trajet en ambulance n'a été qu'un tourbillon de sirènes et de gestes frénétiques autour du matériel médical. À l'hôpital, on nous a précipités aux urgences, où les médecins nous ont tout de suite mis sous perfusion. Une infirmière s'est occupée des piqûres de méduse sur mon épaule et le bras d'Elena, en appliquant une crème qui, enfin, a calmé la brûlure après des heures de souffrance. Ils se sont rendus compte qu'Elena avait avalé de l'eau de mer, alors ils l'ont intubée pour qu'elle puisse respirer. Le respirateur rythmait la pièce de son souffle régulier, envoyant de l'air dans ses poumons. Ma perfusion s'est vite vidée, on m'en a accroché une autre, puis encore une. Le médecin me posait des questions, mais ma gorge était si enflée que j'étais incapable de répondre. Je me contentais de désigner Elena, essayant de leur faire comprendre que c'était elle qui avait vraiment besoin d'aide. Au bout de quelques heures, on m'a installé dans une chambre ordinaire, mais impossible de trouver le sommeil. Toutes les quelques minutes, je demandais des nouvelles d'Elena aux infirmières, qui me répétaient inlassablement qu'elle était stable, mais dans un état critique. Je n'arrivais pas à savoir si elle allait s'en sortir. Pilar est venue me voir dans la soirée, armée d'un carnet et d'un dictaphone. Elle voulait que je raconte tout, mais je m'endormais en plein milieu de mes phrases. J'ai réussi à balbutier que le club de plongée n'avait pas fait l'appel et que Christian était reparti sans vérifier si tout le monde était présent. Elle notait tout et m'a expliqué qu'un dossier était en cours contre lui. Le lendemain matin, une infirmière a surgi dans ma chambre. Elena était réveillée. Elle demande après vous. J'ai presque couru dans le couloir, ma blouse d'hôpital flottant derrière moi et ma perfusion à la main. Elena avait l'air exténuée, le visage gonflé, brûlé par le soleil, mais elle avait les yeux ouverts et elle m'a reconnu. Elle ne pouvait pas parler à cause du tube, mais elle m'a serré la main. Le médecin m'a expliqué qu'elle avait une pneumonie due à l'eau de mer dans ses poumons et qu'elle resterait en soins intensifs au moins une semaine de plus. Très vite, toute la communauté locale de plongeurs a été au courant de ce qui nous était arrivé. D'autres plongeurs sont venus raconter que Christian leur avait déjà fait le coup, qu'il avait laissé des gens derrière lui, ignorant les règles de sécurité. Son club a été fermé sur le champ, le temps que l'enquête avance. L'état d'Elena s'est d'abord détérioré avant de s'améliorer. La pneumonie est devenue sévère. Ils ont dû augmenter l'oxygène. J'ai passé mes nuits dans le fauteuil près de son lit, me réveillant au moindre bip des machines. Les infirmières me forçaient à manger, mais j'avais du mal à avaler quoi que ce soit. Je ne pensais qu'au fait qu'on avait failli mourir pendant notre lune de miel. 2 jours plus tard, des avocats ont débarqué à l'hôpital, distribuant leurs cartes de visite et promettant des millions. Mais je n'avais pas la tête à ça. La fièvre d'Elena était montée à 40 degrés. Les médecins la perfusaient d'antibiotiques.
Les avocats parlèrent de responsabilité, de négligence, pendant que je fixais la poitrine d'Elena qui se soulevait au rythme du respirateur, comptant chaque respiration pour m'assurer que la machine fonctionnait toujours. J'ai signé tout ce qu'ils m'ont mis sous le nez, juste pour qu'on me laisse tranquille et que je puisse retourner auprès d'Elena. On m'a transféré dans une chambre standard au 3e étage, mais je retournais en douce à l'unité de soins intensifs, presque chaque heure, pour demander des nouvelles, posant sans cesse les mêmes questions sur son oxygène et sa tension, jusqu'à ce qu'on me reconnaisse de loin et qu'on hoche la tête avant même que j'ouvre la bouche. Ce soir-là, Pilar est revenue dans ma chambre, carnet et enregistreur à la main, me demandant de tout lui raconter depuis le début. Ma gorge était encore irritée, mais j'ai réussi à lui expliquer tant bien que mal que Christian n'avait jamais fait l'appel, que le bateau était parti sans vérifier si tout le monde était à bord, qu'il manquait du matériel de sécurité. Elle notait chaque détail, revenant sur certains passages quand je m'endormais à cause des antidouleurs. Le lendemain matin, ils ont enfin pu retirer le respirateur à Elena et elle a ouvert les yeux pour la première fois en 3 jours. Elle ne pouvait pas parler au début. Elle s'est contentée de me serrer la main, perdue, ne sachant pas où nous étions, mais reconnaissant qui j'étais, ce qui m'a fait fondre en larmes devant les infirmières. Le médecin m'a expliqué qu'elle ne se souvenait de rien après la piqûre de méduse, ce qui au fond valait mieux. Au moins, elle n'aurait pas à revivre l'angoisse des dernières heures dans l'eau. L'histoire s'est vite répandue dans la communauté de plongée et, en quelques heures à peine, la boutique de plongée de Christian a été fermée par les autorités. D'autres plongeurs ont commencé à raconter leurs propres histoires, évoquant les fois où il avait failli les oublier ou les avait envoyés sous l'eau avec du matériel défectueux. La presse locale s'en est mêlée et bientôt, tout le coin connaissait l'histoire du couple américain abandonné en mer. L'état d'Elena s'est à nouveau aggravé avant de s'améliorer pour de bon. Ses poumons se remplissaient de liquide à cause de toute l'eau de mer qu'elle avait avalée. Ils l'ont ramenée en soins intensifs et j'ai continué à dormir sur la chaise près de son lit, me réveillant au moindre bip, au moindre passage d'infirmière. Pendant une semaine, je n'ai vécu que de la cantine de l'hôpital, de plats réchauffés et de café soluble, me douchant dans la petite salle de bain attenante à sa chambre, portant les mêmes vêtements prêtés par l'hôpital. Les avocats n'arrêtaient pas d'appeler pour discuter stratégie et indemnisation, mais je n'arrivais pas à penser à un procès tant qu'Elena se battait encore pour respirer. Ils envoyaient d'autres papiers à signer, laissèrent des messages sur les dépositions et les preuves, mais tout ce qui comptait pour moi, c'était de voir les chiffres de l'oxygène d'Elena s'améliorer un peu plus chaque jour. 3 semaines après le sauvetage, on nous a enfin laissé repartir, et la compagnie aérienne nous a surclassés en première classe, après avoir entendu notre histoire par l'agent d'embarquement. Elena était encore faible. Elle avait besoin d'un fauteuil roulant à l'aéroport, et j'ai dû l'aider à aller aux toilettes 2 fois pendant le vol. Les hôtesses passaient régulièrement voir si tout allait bien ou nous proposaient de l'eau, sans doute inquiètes qu'il nous arrive quelque chose à 10 000 mètres d'altitude. De retour chez nous, dans l'Ohio, tout semblait à la fois étrange et irréel après ce qu'on venait de traverser. Dès la fin de l'accident, on a tout de suite entamé une thérapie pour le stress post-traumatique. Chacun de notre côté a raconté nos cauchemars et nos crises d'angoisse au psychologue. Elena devait aussi suivre des séances de rééducation 3 fois par semaine pour tenter de retrouver toute la sensibilité dans son bras gauche, abîmé par les piqûres de méduse. Je l'accompagnais à chaque fois, la voyant peiner sur des exercices pourtant anodins, comme attraper une balle ou tenir un crayon. Le kiné nous expliquait que le venin avait sérieusement endommagé les nerfs et qu'il faudrait de longs mois avant de savoir si elle récupérerait toute sa motricité. À la maison, j'étais sur le qui-vive au moindre bruit d'eau ou à la simple vue de vagues à la télévision, mon corps se raidissant comme si j'étais encore perdu en mer. Elena, elle, ne supportait plus l'idée d'un bain. Tout juste tolérait-elle les douches rapides et parfois elle se mettait à hyperventiler, alors je devais l'aider à sortir. On a déménagé notre chambre à l'étage parce qu'en bas, elle avait l'impression d'étouffer. Impossible pour nous de regarder des documentaires sur l'océan comme avant, et même boire un verre d'eau nous ramenait à cette soif atroce qui nous avait hantés là-bas. 2 mois après l'accident, Elena a repris le travail à mi-temps à la banque. 4 heures par jour seulement pour commencer. Ses collègues avaient décoré son bureau de fleurs et de petits mots d'accueil. Mais elle m'a appelé en pleurs à la pause parce que quelqu'un l'avait interrogée sur le voyage. Petit à petit, on a appris à s'épauler dans les moments difficiles, à se faire des signes lorsqu'une crise menaçait, à trouver des astuces pour rester ancré dans le présent et ne pas replonger dans l'angoisse de ce jour-là. La rééducation avançait et Elena s'est remise à écrire, même si ses lettres tremblaient encore. J'avais aussi repris mon poste au cabinet comptable, mais il m'était impossible de me concentrer sur les dossiers, l'esprit sans cesse ramené à ces heures interminables dans l'eau. Un jour, Pilar nous a téléphoné pour nous donner des nouvelles du dossier de Christian. Il a perdu son permis et écopé d'une forte amende.
mais pas de prison, le juge ayant considéré la perte de son entreprise comme une punition suffisante. Le procureur nous a dit que, compte tenu des lois colombiennes et du fait qu'on avait survécu, c'était le meilleur résultat envisageable. On trouvait cela profondément injuste qu'il ait pu mettre nos vies en danger par négligence et s'en sortir avec une simple amende, mais on était trop épuisés pour continuer à se battre. Les avocats chargés de la procédure civile nous ont expliqué qu'on pouvait pousser plus loin, mais cela aurait signifié retourner en Colombie pour témoigner, peut-être un procès. Ni l'un ni l'autre n'en avait la force pour l'instant. 2 semaines après, Elena est arrivée dans le salon avec une brochure du centre communautaire qu'elle a posée sur mes genoux alors que je regardais la télé. Elle avait entouré en rouge les cours de natation pour adultes, avec au-dessus un « On va le faire » écrit à la main. J'ai levé les yeux vers elle, debout, les bras croisés, avec ce regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Le lundi suivant, on s'est retrouvés à la piscine, silencieux dans la voiture, mes mains crispées sur le volant. À peine entré, l'odeur de chlore m'a frappé de plein fouet. J'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle. Elena m'a saisi la main et m'a entraîné vers le petit bassin où 6 autres adultes attendaient, tout aussi tendus que nous. Le moniteur, un étudiant prénommé Tyler, nous a simplement fait marcher d'un bout à l'autre du bassin pour apprivoiser l'eau à nouveau. La première fois qu'Elena est entrée dans l'eau, son corps tout entier tremblait, mais elle n'a pas reculé, la mâchoire serrée. Ensuite, on y est retourné 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi soir après le boulot. Tyler ne cessait de répéter qu'on était ses élèves les plus assidus, sans se douter de nos raisons pour insister autant, d'abord dans le petit, puis dans le grand bassin, puis sur des longueurs entières. Au bout de 6 semaines, Elena arrivait à nager une longueur complète en crawl sans s'arrêter, et moi, je pouvais battre des jambes 10 minutes sans céder à la panique. 3 mois après notre mésaventure en Colombie, on retrouvait enfin des nuits complètes, sans sursauter, ni vérifier si l'autre respirait encore. Elena avait récupéré toute la sensibilité de son bras, et les séquelles nerveuses redoutées n'étaient jamais apparues. Les cicatrices de morsures de requin sur ma jambe s'étaient atténuées, ne laissant que de fines traces blanches, invisibles à qui ne savait pas où regarder. Sur le conseil d'un ami, on a décidé de raconter ce qui nous était arrivé, en espérant que cela servirait à d'autres plongeurs. J'ai rédigé notre histoire sur mon ordinateur portable, tandis qu'Elena, installée à côté de moi, complétait les souvenirs que j'avais omis. La bouée de signalisation qui se dégonflait avant l'arrivée des secours, ou la vision fugace de sa grand-mère dans l'eau. Le magazine Scuba Life a publié notre récit à la une sous le titre « Abandonné, récit d'une lune de miel qui vire au cauchemar ». Ils s'en sont servis pour demander de nouvelles normes de sécurité et l'installation obligatoire de balises d'urgence sur tous les bateaux de plongée. 4 mois après notre sauvetage, on est descendu jusqu'au lac Erie, marché sur la plage au coucher du soleil. Elena a enlevé ses sandales et laissé les vagues caresser ses pieds, pendant que je restais près d'elle, prêt à intervenir au moindre signe. Elle a serré ma main et m'a dit « Je suis heureuse qu'on ait traversé ça ensemble. Je n'aurais pas tenu sans toi. » On est resté là, 20 minutes, à contempler l'eau en silence, tous les deux conscients que c'était un pas immense vers l'avant. Ce soir-là, au dîner, Elena a ouvert son ordinateur et m'a montré des stations de montagne dans le Colorado pour notre lune de miel de rattrapage. On a choisi un chalet près d'Aspen, avec jacuzzi sur la terrasse et vue sur les sommets, aussi loin de la mer qu'il était possible. La semaine suivante, Elena est allée dans un magasin de loisirs créatifs, a acheté un cadre vitrine et m'a demandé d'aller chercher la bouée déchirée dans le garage, là où je l'avais jetée. Elle a composé un tableau avec la bouée, nos bracelets d'hôpital et une photo de nous prise la veille de la plongée, tous sourire, sans idée de ce qui nous attendait. Elle l'a accroché dans notre couloir, là où on le verrait tous les jours. Pour se souvenir, a-t-elle dit, de la pire chose qui nous soit arrivée, et de la preuve qu'on a survécu. Peu à peu, la vie a retrouvé son cours, comme ce mercredi où on a fait des spaghettis ensemble et où Elena a éclaté de rire devant une pub tellement bête que de la sauce a jailli sur la plaque de cuisson. On avait connu l'enfer, tout perdu, même failli y laisser la vie, mais on s'en était sorti, changé certes, mais toujours côte à côte. Les cauchemars s'étaient presque envolés et les séances de thérapie n'avaient plus lieu qu'une fois par mois. Elena évoquait même la possibilité de replonger un jour, mais sûrement pas en Colombie, et seulement avec le club le plus sérieux et sécurisé qu'on trouverait. Je n'étais pas encore prêt, mais l'entendre envisager ça me montrait à quel point on avait avancé depuis ces heures passées dans l'eau où la mort paraissait inévitable. Merci d'être resté à mes côtés malgré toutes mes questions et mes doutes. Ça compte énormément. On se retrouve la prochaine fois, peu importe où la curiosité nous mènera. Un petit like sur la vidéo, ça fait vraiment la différence.